Bonjour à tous. Donc, il me revient la charge d'ouvrir ce colloque et de dire quelques mots d'introduction. Je me présente, je suis Manuel Jobert, directeur de l'Institut international pour la francophonie et vice-président des relations internationales à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Et donc, je tiens dans un premier temps à remercier Monsieur Gigodeau, délégué aux affaires francophones, qui est à ma droite, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Chiaverini, qui est à ma gauche, directeur des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur Trenel, professeur des universités en sciences politiques à l'Université de Moncton, Canada, ainsi que Chan Fanlabé, maître de conférence à 2IF, pour leur participation à cette séance inaugurale, mais aussi pour leur soutien aux activités de 2IF au long cours. J'adresse également mes remerciements aux différents participants et notamment la représentation du consulat de Tunisie. On a un nouveau consul de Tunisie qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais nous lui souhaitons une très bonne installation. Madame Zdorostov, adjointe à la mairie de Lyon en charge des relations internationales. Madame Aurélie Griès, adjointe à la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Et Madame Isabelle Lago, de Lyon Métropole. Monsieur Nicolas Delacruz, directeur de l'Alliance française de Lyon. Et bien évidemment, bienvenue à tous les représentants des différents consulats de Lyon, aux responsables des universités, aux conseillers des ministères de différents pays, qui sont soit en présentiel, soit en ligne, des diplomates, des enseignants-chercheurs, des représentants des collectivités locales et des associations. Et enfin, bienvenue à tous les étudiants. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. Donc, ce colloque sur le thème francophonie, grand F, petit f, débats locaux, enjeux globaux, est le deuxième temps fort de l'année pour l'Institut international pour la francophonie. Le premier temps fort étant un événement en mars que nous organisons, mais qui est plus à destination du grand public, qui est moins scientifique. Et puis, l'événement scientifique de fin d'année est toujours le moment où se cristallisent un peu toutes les actions de 2IF et où tous les intervenants de la francophonie sont réunis. Bien évidemment, 2IF n'a pas comme unique activité un colloque scientifique par an et un événement à destination du grand public en mars. Nous co-organisons de nombreux colloques à l'étranger, notamment depuis septembre. Nous avons co-organisé un colloque à Hanoï et un autre il y a 3 semaines à Kyoto, autour de la francophonie. Donc, nous sommes un opérateur et nous souhaitons rester un opérateur important de la francophonie. Donc, l'ADN de 2IF, c'est vraiment, par ces différentes actions, de faire un état des lieux de la francophonie afin de mieux délimiter le périmètre de cet objet. Alors, depuis toujours, la francophonie a fait l'objet de différentes études pour voir ce qu'était la francophonie. Et cette discussion est toujours d'actualité, toujours en cours, notamment au regard de l'activité, de la situation internationale. Il est important aussi de mieux comprendre les débats qui animent les recherches sur la francophonie, donc une approche un peu plus méta, c'est-à-dire l'analyse des discours sur la francophonie et pas simplement la définition de l'objet. Et donc, c'est pour ça que cet événement, ce colloque, est très important parce qu'il permet de tenir les deux bouts en même temps. Donc, il est important de cerner l'objet politique, mais aussi l'objet linguistique de ce que peut être la francophonie, les francophonies. Donc, cette activité scientifique réalise dans le même temps les 3 missions principales de 2IF, qui sont donc la formation, et je salue les étudiants de nos parcours de master relations internationales et francophonie qui sont présents parmi nous, et aussi la recherche, l'objet de la francophonie, et puis une réflexion en cours permettant de définir et d'être une sorte de think tank sur la francophonie. Je profite de l'occasion, je suis un peu coquin pour annoncer le lancement du MOOC des francophones qui est enfin disponible, donc les francophonies comparées. Le MOOC est maintenant en ligne, donc vous pouvez tous suivre cette formation gratuitement. Donc voilà, pour terminer, je remercie les porteurs scientifiques du projet, notamment monsieur le professeur Trenel et
Chan Folabé, les membres du comité scientifique et tous les intervenants pour vos contributions à venir. Merci bien sûr à l'équipe de 2IF qui agit en coulisses, mais on voit souvent ce qui se passe derrière les coulisses quand même. Merci à Ran, merci à Romain, merci à nos atères et à nos professeurs invités. Donc beaucoup de succès pour cette réunion et sans plus attendre, vu que le temps nous est compté, je passe la parole à Monsieur Gigodeau. Merci, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Alors, je ne suis pas universitaire, mais ravi de pouvoir venir parmi vous, vous parler un peu de francophonie. Monsieur Jobert m'a demandé de faire court pour qu'on puisse tenir les délais, et je vous promets de réussir à tenir ces délais. En relisant le programme qui est quand même incroyablement riche de ce colloque, évidemment, je ne peux m'empêcher de penser à mon quotidien en tant que délégué aux affaires francophones ou à la direction des Nations Unies et des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie. Je travaille au quotidien au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, je ne m'occupe pas de francophonie avec un petit f, en réalité. Moi, je suis plutôt du côté de la francophonie institutionnelle avec un grand F. Et en tant que correspondant national pour la France dans les instances de la francophonie. Donc, je siège à l'OIF et dans les instances de la francophonie, je dirais presque au quotidien. Et donc, on se nourrit au jour le jour de la manière dont la francophonie institutionnelle se saisit des enjeux globaux, des enjeux du monde, des grandes questions. Et Dieu sait que cette francophonie est bousculée. La secrétaire générale de la francophonie nous invite à des réflexions extrêmement nourries. Et ces réflexions font vraiment écho à la programmation de votre colloque à travers différents points. Mais je ne vais pas vous refaire toute la présentation de ce que l'on fait au ministère des Affaires étrangères. Je vais plutôt vous parler d'un événement qui arrive en 2024. Et je regarde, Éric Monin est avec nous depuis l'Université de Franche-Comté, je pense. Un événement qui est en fait un ensemble d'événements pour la francophonie, qui va commencer avec le 20 mars, le jour de la francophonie, qui va se poursuivre avec les Jeux olympiques et paralympiques, et qui se clôturera avec le sommet des chefs d'État, qui sera précédé d'une conférence ministérielle, du sommet de Villers-Cotterêts 2024, avec cette thématique « Créer, innover, entreprendre » en français. Alors la francophonie, cet objet que vous étudiez avec beaucoup de précision, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Christophe Trenel à Moncton et dans l'émission que je fais, c'est toujours un plaisir que d'écouter des universitaires finalement nous regarder, mais pas nous regarder nous, ministère des Affaires étrangères, nous regarder nous francophones, parce que on a ce sommet. Et qu'est-ce que va dire ce sommet? Qu'est-ce que la France peut dire sur la francophonie? Alors ce sommet, d'abord, la première règle, c'est que c'est le sommet de la francophonie. Ça n'est pas le sommet de la France sur la francophonie. C'est le sommet de la francophonie. Je vous invite à relire le discours du chef de l'État à l'inauguration de Villers-Cotterêts, auquel j'ai participé, et qui le rappelait, la cité internationale de Villers-Cotterêts. Et cette francophonie, elle est avant tout plurielle et il faut s'en persuader. Il faut s'en persuader et tous ceux qui voyagent, regarde Thierry, tous ceux qui voyagent à travers le monde et qui vont au contact de ces francophones s'en rendent compte et se posent toujours la question de finalement à quoi ça sert. À quoi ça sert, pourquoi on est là. On entend des esprits chagrins, le français est en recul, la francophonie avec un petit F est en recul. C'est hypothéquer un peu vite une langue. Si le français va mal dans le monde, alors quelle langue va bien? Je pose la question. À part l'anglais, éventuellement. Mais si le français va mal dans le monde, quelle langue va bien? Donc, soyons désespérément optimistes. Le français va bien. Le français va bien parce que lorsque j'ai pu rencontrer des jeunes francophones en Asie, en Afrique, dans des pays non francophones, au départ, c'est incroyable de voir à quel point ils sont fiers de partager cette langue. Pas fiers parce qu'ils ont un lien avec la France. D'ailleurs, en général, c'est pas cet enjeu-là qui se pose à eux.
mais fiers parce qu'ils peuvent vivre, trouver une voie personnelle. Lorsqu'on parle de francophonie, lorsqu'on parle de ce que l'on peut apporter dans le réseau culturel, nous avons un collègue qui est COCAC au Burundi ici avec nous. Donc notre travail, vous êtes là devant, travail dans les ambassades, c'est de promouvoir la langue, de promouvoir la culture. Et donc dans ces cas-là, on a souvent la tendance à parler de nous, à se dire, ben voilà, on est les meilleurs, on a plein de livres, on a plein de choses à vous apporter. Non, la francophonie, c'est pas nous. La francophonie, c'est l'altérité, c'est l'autre. Et l'enjeu du sommet, il est là. Il est non pas de refaire ce qui a été fait à Moncton, ce qui a été fait à Erevan. On est allé chercher les jeunes qui sont venus interroger les chefs d'État et de gouvernement, leur dire, ben voilà, on a besoin de ça pour pour découvrir, pour se trouver une voie en francophonie. Non, l'idée, c'est de montrer cette dynamique, de montrer que la francophonie, elle a cette réalité. Alors, on peut avoir un esprit critique, on peut se dire que rien n'est parfait. Mais la difficulté auquel on se trouve confronté, encore une fois, la diversité des sujets que vous allez évoquer dans ce colloque, nous fait prendre conscience d'un besoin, peut-être, alors là, sous votre contrôle, d'une cartographie qui n'a jamais été faite. La francophonie, au-delà, on a les institutions, on a les différents acteurs. Comment tout cela s'articule? Est-ce qu'il faut une articulation, d'ailleurs? Lorsqu'on est au ministère des Affaires étrangères, je rencontre un nombre d'acteurs incroyables, que ce soit l'INPI, que ce soit le patronat francophone, que ce soit les associations, alors là, diverses et variées dans tous les domaines. Personne ne se connaît, ou peu. Et donc, il y a un foisonnement de la francophonie. Un foisonnement de la francophonie, je dirais, à la fois institutionnel et non institutionnel, mais organisé, à travers les associations. Un foisonnement de la francophonie au niveau individuel. Mais c'est la réalité du monde, et il faut peut-être s'en contenter. Pour autant, notre sommet à toutes et à tous consistera vraiment à montrer que cette francophonie, elle est dynamique, qu'elle peut être disparate, mais à l'image de la langue française, c'est une image que j'utilise souvent. Une langue, c'est comme une fenêtre dans une maison. Plus vous avez de fenêtres, plus vous avez de lumière. Donc, que faire en sorte que chacun parle plusieurs langues, dont la langue française, c'est quand même un atout. Et vous allez discuter pendant ces 3 jours sur différents points. Il y a beaucoup de points d'histoire aussi, j'ai remarqué, liés à la France. Et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. On en discutait hier soir avec vous sur la manière dont l'Asie se saisit de la francophonie, la manière dont l'Afrique, je reviens de Yaoundé, se saisit de la francophonie. Et la discussion avec les étudiants hier soir a été absolument passionnante sur les questions que les uns et les autres se posent, à la fois sur qu'est-ce qu'on peut attendre des institutions francophones, donc de l'OIF, des acteurs, et au premier rang desquels votre institution, et finalement comment soi-même, à titre personnel, on apporte une pierre à l'édifice de cette francophonie qui, vous l'aurez compris, n'est pas soumise à un carcan, mais qui a justement toutes ses libertés, et c'est ce qui fait cette différence. Une francophonie qui permet cette diversité, de s'exprimer. Alors ça peut paraître un peu fouillis, parfois. Pour autant, ce que je trouve formidable, et je parlais de ces francophones du bout du monde, ce qui est incroyable, c'est de voir que c'est peut-être pas un ensemble, oui, je vais faire court, un ensemble très, très organisé, mais en revanche, je gère au quotidien des situations de crise. En ce moment, on est sur Palestine, Israël, on était et on l'est toujours sur l'Ukraine. Donc, vous pouvez imaginer que les sujets que l'on traite en francophonie sont le Sahel, bien évidemment, les Grands Lacs. Les sujets que l'on traite en francophonie sont des sujets durs. Mais je crois qu'à travers tous ceux que l'on rencontre, et vous partez avec ce message-là, il y a un vrai message d'espoir, et il y a des femmes, des hommes, des jeunes
qui se réalisent en francophonie. Il faut simplement que nous les invitions à le revendiquer. Le sommet se tient les 4 et 5, mais commence dès le 20 mars. Donc, ce que je disais aux étudiants hier soir, c'est que soyez audacieux, faites des propositions, interpellez-nous et faites des propositions, non pas pour faire des demandes sur qu'est-ce que vous pouvez attendre des institutions, mais comment vous allez revendiquer votre francophonie, votre parcours. Est-ce que la francophonie, le fait de parler français, vous permet de réaliser dans votre vie? Il y a 1000 sujets. Je peux parler pendant 3 ou 4 heures sans m'arrêter, sans verre d'eau. Donc, je vous propose, Monsieur le Vice-président, d'appuyer sur le bouton stop. Et puis, comme ça, je m'arrête là. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour cette intervention et pour arriver à synthétiser beaucoup d'idées et dire beaucoup de choses en un temps malheureusement contraint. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Chiaverini, directeur des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, Monsieur Jobert. Je vous promets d'être court. Je voudrais saluer, bien entendu, ceux qui sont à cette tribune et qui sont d'éminents universitaires et responsables de la francophonie. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement ceux qui sont dans cette salle, discrets, mais qui font la francophonie du quotidien. Je voudrais saluer le professeur et le président Guy Lavorel, qui est au fond de cette salle, discret, mais toujours efficace et à l'écoute. Je voudrais saluer Christian Philippe, qui joue un rôle très important en matière de francophonie, qui est à l'initiative des maisons de la francophonie. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas un hasard si ça se fait à Lyon. Je voudrais saluer mes collègues de la ville, de la métropole et tous ceux qui, effectivement, aujourd'hui portent la francophonie du quotidien, sur le terrain, au quotidien, tous les jours, de manière concrète et très opérationnelle. Et au risque d'en rajouter un peu plus, le corps consulaire à travers la représentante du consulat général de Tunisie, qui nous fait l'honneur d'être ici présent, et surtout Thierry Hauser, le talentueux Thierry Hauser, qui porte la caravane des 10 mots et qui aussi joue un rôle très important à Lyon, dans cette région et dans l'espace francophone. Merci Thierry. Au risque de choquer mon voisin de droite, Monsieur Jobert, j'utiliserai une citation de Engels ou de Marx, je ne sais pas, faire descendre le ciel sur la terre. Pourquoi faire descendre le ciel sur la terre? C'est un peu conjuguer le grand F et le petit F de la francophonie. Francophonie institutionnelle, si l'Institut international pour la francophonie est installé à Lyon, si un certain nombre d'initiatives voient le jour à Lyon, Maison de la francophonie, Association internationale des régions francophones, et j'en passe, ce n'est pas un hasard. Vous êtes ici, dans la capitale de la francophonie, des territoires, de la proximité. C'est ainsi que les élus de cette ville, de cette métropole et de cette région ont bâti ces dernières années, ces longues dernières années, et notamment depuis l'installation ici de l'Institut, début des années 2000, une volonté politique. Cette volonté politique, c'est non seulement un message qui porte et qui reprend les valeurs de la francophonie, la solidarité, les valeurs humanistes, la prospérité partagée, le développement de la personne, mais c'est aussi un plan d'action très opérationnel, très concret, qui se décline au quotidien par des coopérations entre collectivités locales, des coopérations entre universités, centres de formation, patronat, organisations professionnelles, etc. Toute la richesse, Monsieur Gibaudot, que vous décriviez tout à l'heure et qui donne à cette francophonie un foisonnement extraordinaire. Donc ce n'est pas un hasard, c'est ici à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, que la francophonie puise aussi beaucoup de ses talents, de ses ressources, de ses dynamiques. Alors la francophonie, pourquoi faire? Bien, pour une région, pour une collectivité locale, c'est assez simple. Vous regardez les compétences qui nous sont accordées par la loi et vous les déclinez de manière francophone, si je puis dire. Première des compétences, la formation. Oui, notre volonté, c'est d'utiliser la francophonie pour conforter Lyon et la région comme centre d'excellence en matière de formation académique et de formation spécialisée. C'est ici que se tient effectivement l'Institut international pour la francophonie. C'est aussi ici à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'existe Bioforce, le seul centre de formation à l'humanitaire qui forme des milliers et des milliers de jeunes chaque année à l'humanitaire en langue française, à Lyon comme à Dakar.
C'est ici qu'existe le CIEDEL, cet institut spécialisé de l'Université catholique qui forme les agents de développement local qui rayonnent sur une grande partie de l'Afrique francophone. Deuxième compétence des collectivités locales et notamment des régions, l'aménagement du territoire. Eh bien, dans une région qui est frontalière de la Suisse francophone et de l'Italie francophone, la Vallée d'Aoste, pour nous, la langue française, c'est du quotidien, c'est bâtir avec nos voisins frontaliers suisses, et à raison de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année, hein, je le souligne, c'est pas que du discours, c'est de l'opérationnel, ou Val-de-Thun, des programmes de sauvegarde de la biodiversité dans les Alpes, de développement des transports sur la frontière franco-suisse, etc. Et donc cette langue, elle nous est utile également au quotidien au regard de nos compétences. C'est aussi, troisième domaine, le développement économique. Première des compétences des régions françaises. Le développement économique, pour nous, c'est effectivement aider nos entreprises à être sur la scène internationale, attirer des talents, des investisseurs, etc. Mais c'est surtout jouer de l'avantage comparatif que nous donne la langue française. Nous avons cet avantage comparatif que nous partageons avec beaucoup d'autres de par le monde. Eh bien, travailler grâce à la langue française, c'est aussi susciter un peu plus de création de valeur, de création de richesse et d'emploi. Et la francophonie, pourquoi faire ? C'est aussi créer de l'emploi ici et là-bas pour les locuteurs francophones. Parce que si demain, nous voulons que la francophonie se développe encore plus qu'aujourd'hui, il faut effectivement aussi, non seulement, mais aussi rendre utile cette francophonie. Donc, au-delà des valeurs, au-delà du caractère opérationnel, au-delà de la mobilisation des uns et des autres, je voudrais conclure par une proposition. Cette proposition, elle est simple, vous l'avez abordée, M. Gigoudot, tout à l'heure. C'est celle de profiter du sommet de la francophonie pour mobiliser, comme je le disais en préambule, tous ceux qui font la francophonie du quotidien. Et dans tous ceux qui font la francophonie du quotidien, il y a tous les réseaux de collectivités locales aujourd'hui qui travaillent, malheureusement, je dois le dire, en ordre dispersé. Je pense à la IMF, je pense à la IRF, à toutes ces collectivités qui sont des milliers à embrasser le thème de la francophonie, à le décliner peu ou prou au quotidien, et qui gagneraient à travailler beaucoup plus fortement en synergie et à être rassemblés au moment du sommet de la francophonie en 2024, probablement à Villers-Cotterêts ou ailleurs, mais en tout cas à se réunir autour d'une table pour bâtir ensemble, intelligemment, un plan d'action efficace. Voilà. Mille merci de m'avoir écouté, mille merci de m'avoir invité, et puis à votre disposition avec Agnès Ernu qui est dans cette salle et qui porte aussi la politique francophone de la région. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et donc, pour conclure cette séance inaugurale, je donne bien volontiers la parole au professeur Trenel de l'Université de Moncton et président du réseau international des chaires Senghor de la francophonie. Merci Manuel. Mesdames, messieurs, distingués invités, c'est un réel honneur pour moi et en même temps un vif plaisir de prononcer quelques mots au nom des trois co-organisatrices et co-organisateurs de ce colloque international, mes collègues Hong Hang Dang et Trang Phan Labey de IF, et moi-même, mais aussi au nom du réseau des chaires Senghor de la francophonie que j'ai le bonheur de présider maintenant depuis 2 ans. La raison d'être de notre réseau, c'est de développer des travaux de recherche indépendants et interdépendants et des formations sur la francophonie et faire ainsi progresser les connaissances sur les francophonies. En d'autres termes, on cherche à faire ensemble, modestement, ou à apporter notre part à faire francophonie scientifique. Ce colloque entre complètement en résonance avec cet objectif. Un colloque au titre pourtant imprononçable, grand F / petit f, francophonie, débats locaux, enjeux globaux. Ce titre cherche en fait sans doute maladroitement ou de manière peut-être inélégante à illustrer par les mots et les signes les problématiques qui traversent non seulement la francophonie en tant
qu'espace linguistique, que communauté, groupe, idée, mais également la notion en tant que telle, dans ce qu'elle nomme, dans ce qu'elle désigne, dans ce qu'elle porte et rapporte, dans ce qu'elle conceptualise d'un point de vue scientifique, qu'elle communique ou transmet comme sens culturel, politique, social ou identitaire. Donc vous voyez, il y a une charge finalement assez importante derrière ce mot maladroitement écrit dans notre titre. Notre objectif était, à la différence de la notion, assez clair. Proposer ici à Lyon et durant ces 2 jours un espace de délibération, et je surferai volontiers sur ce qu'ont dit mes prédécesseurs. N'hésitez pas à intervenir, à participer, à débattre, à délibérer, à vous opposer ou au contraire à prendre parti, bref, à vous exprimer au sein de ce colloque. Cet espace est fait pour ça. Donc un espace de délibération, de débat sur une notion non consensuelle. Et ça, c'est important, de vous sentir bien à l'aise par rapport à cette notion. Et c'est ça, faire science, c'est aussi à la fois apporter sa dose de critique comme sa dose de faveur par rapport à une notion qui est non consensuelle, louée, critiquée, utilisée par les uns, délaissée, ridiculisée par les autres, étudiée, oubliée, considérée comme concept opératoire ou au contraire comme expression désuète, obsolète. On retrouve partout ces rapports et ces prises de position par rapport à la francophonie. En somme, proposer ici une forme de mise à plat de la notion qui fasse aussi toute sa place à la grande variété locale de saisissement d'une notion polysémique, polyphonique. D'où un appel à communication très large à travers lequel nous souhaitions mobiliser des voix discordantes et des regards croisés sur les réalités, les mythes, les fabrications ou les déconstructions qui peuvent entourer la notion. Le programme est dense. Nous avons reçu une 60aine de propositions, donc c'est énorme. On a eu beaucoup de succès dans notre appel. On a dû souvent scinder en sessions parallèles et on s'en excuse. C'est toujours moins confortable de séparer les sessions, mais on a été victime de notre succès. Plusieurs thèmes vous sont ici proposés. Le premier rendez-vous tentera de mettre la table ronde, entre guillemets, par une question très polémique. La francophonie, pourquoi faire? Donc, on espère que ça suscitera au sein des intervenants, mais aussi au sein du public, un débat, des délibérations sur cette fonction de la francophonie. Et ensuite, on vous convie à des sessions assez denses. Le panel 1 tournera autour de la notion de science et francophonie. La francophonie, la notion de francophonie est-elle un concept opératoire? Dans quelle mesure? Et qu'est-ce qu'on peut produire? Dans quelle mesure on peut faire science avec cette notion, ce concept? Dans un panel 2, on va traiter essentiellement sous le titre Francophonie archipel, lieu, langue et identité, des représentations de la francophonie. Pour ensuite, dans le panel 3, vous aurez sans doute repéré la logique de ces séparations, de ces regroupements. On va plutôt s'intéresser aux pratiques. Tout à l'heure, on parlait de la francophonie du quotidien. Et il y a toute une série d'acteurs, d'individus qui sont directement investis 24 heures sur 24 dans des associations, dans des organisations. Comment très concrètement ça se passe sur le terrain? Comment un enseignant gère ou s'organise autour de la notion de francophonie? Donc les pratiques. Et enfin, après un repos bien mérité, je dirais, le lendemain, donc demain, un panel qui portera sur un objet un peu plus classique, un peu mieux balisé, la francophonie avec un grand F, la francophonie internationale. Le programme est chargé, il est dense. Nous aurions voulu conclure ces 2 journées en donnant la parole à un intellectuel et expert en communication et en incommunication pour mieux saisir les ambiguïtés, quiproquos, paradoxes qui traversent la francophonie et qui en font, nous en sommes convaincus, le défi, mais aussi la richesse. Mais malheureusement, Dominique Volton, directeur de la revue Hermès du CNRS, a dû déclarer forfait bien malgré lui, croyez-moi, il s'en excuse, et tentera de contribuer à nos travaux d'une autre manière. Beaucoup d'intervenants seront aussi parmi nous, mais à distance. Parfois par choix, parfois par contrainte, souvent par contrainte, pour des raisons personnelles, administratives, procédurales
ou pour des raisons de papier. Voilà. Je tiens ici à remercier très chaleureusement Ong Han Dang pour avoir mené avec Trang Phan Labé et leur équipe et leurs étudiants à d'EIF sur place toute la logistique. Et Dieu sait à quel point l'organisation d'une telle activité scientifique est énergivore, il faut en avoir conscience. Bravo à elle et un grand merci à toute l'équipe de d'EIF et à son directeur, Manuel Jobert, pour l'aide apportée à l'organisation de ce colloque. Je ne peux terminer mon mot sans souligner l'apport décisif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, convaincue depuis très longtemps de l'importance de la recherche en francophonie. C'est le cas par le soutien apporté à cet événement, bien sûr, mais aussi à d'autres initiatives qui ont d'ailleurs été soulignées par Manuel Jobert, tout aussi importantes, comme le financement donc, de ce MOOC, du cours en ligne que nous venons de finaliser, qui porte justement sur les francophonies comparées. Cette journée et la mobilisation qu'elle a pu susciter chez nombre de chercheurs et chercheuses montrent à quel point investir en francophonie est payé de retour. Donc bravo à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je souhaite donc à toutes et à tous d'excellents échanges et de fructueux débats. La francophonie, comme beaucoup d'objets en sciences sociales, peut-être plus que d'autres, n'en manque certainement pas. Bon colloque à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Eh bien, je pense que nous pouvons considérer que le colloque est lancé et donc, je pense qu'il y a un changement de positionnement des uns et des autres. Hein, maintenant. On passe à la table ronde. Je pense qu'on... La francophonie aujourd'hui, pourquoi faire? J'invite Benjamin Boutin, bien sûr, et tous les intervenants de la table ronde à venir à la tribune. Oui, ok. Bonjour mesdames et messieurs, dans l'attente de la venue des intervenants, je vais vous les présenter, comme ça nous gagnons du temps. Nous aurons ce matin Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Monsieur Éric Monin, qui est en ligne avec nous, que je vois, bonjour. Vous êtes vice-président à l'Olympisme au sein de l'Université de Franche-Comté. Nous avons également l'ancienne ministre de la Culture de la République de Tunisie, Sonia Mbarek, qui est présente avec nous, docteur en sciences politiques, enseignante-chercheur à l'Université de Tunis. Roger Coudet, vous êtes professeur titulaire de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture et Interculturalité de l'Université catholique de Lyon. Également Johnny Laforêt. Vous êtes docteur en linguistique française et acquisition de langues secondes, département de français et d'italien à l'université de Princeton. Vous êtes également enseignant de français, boursier Fulbright. Et ma collègue Trang Phan Labé, maître de conférence, directrice adjointe chargée des formations de 2IF ici à Lyon 3. Alors, bienvenue à cette table ronde. Merci, monsieur le vice-président de l'université, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités qui ont été rappelés par monsieur Chiaverini. Je vois beaucoup de responsables associatifs, notamment que je connais, Michel et Thierry, etc. Donc, ce matin, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, débats locaux, enjeux globaux, avec une thématique très concrète, la francophonie aujourd'hui, pourquoi faire ? Alors, la francophonie, comme ça a été dit, a une action multidisciplinaire. Elle est une somme d'individus, de locuteurs, d'organisations diverses. Il y a eu le terme de foisonnement qui a été prononcé. Je m'inscris tout à fait dans ce terme. Et donc, il peut paraître difficile de la résumer, de la condenser. Mais c'est quand même une réalité qui nous réunit, notamment ce matin, mais aussi qui nous réunira lors du sommet de la francophonie en octobre à Villers-Cotterêts, qui réunit beaucoup d'acteurs, de fédérations professionnelles, de militants. Et donc, nous avons la chance d'avoir ce socle
facilitateur de coopération. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, mesdames et messieurs les intervenants, en vous demandant, comme vous le savez, des réponses courtes, c'est déjà la francophonie, pourquoi faire ? Selon vous, quelle est l'utilité principale de la francophonie ? Alors, soit avec un grand F, soit avec un petit f, soit les deux. Et en d'autres termes, à quoi ça sert concrètement ? Alors, vous pouvez choisir un domaine particulier, vous pouvez tenter une réponse de synthèse, aller dans le domaine qui vous intéresse le plus. Et on va commencer avec Sonia. La parole vous revient, je vous en prie. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Il est difficile en fait de synthétiser ce qu'est la francophonie, à quoi elle sert après toutes ces interventions, aussi riches les unes que les autres, et ce débat déjà lancé par cette ouverture qui a été présidée par notre collègue Manuel. Donc, je dirais que la francophonie, ce sont finalement des valeurs, d'abord, des principes, des valeurs. C'est aussi des échanges, c'est aussi des échanges culturels, bien sûr. C'est également un espace politique de concertation. Et là, je reprends l'expression chère au président Bourguiba, qui déjà, pendant les années 60, exprimait justement ce vœu que ce soit déjà à ce niveau, donc dans la première vague de la francophonie en tant qu'espace culturel et de partage qui a été lancé bien sûr par Léopold Sédar Senghor, cette idée africaine d'abord, faut le signaler, que cette idée soit un espace de concertation. Là, après toutes ces décennies qui sont passées, on a vraiment dépassé ce stade pour aller vers de nouveaux acteurs, de nouvelles dynamiques, mais aussi de nouveaux défis. Et la dynamique du local au global, je pense qu'elle est aujourd'hui au centre du projet francophone, que l'on parle de la francophonie avec un... francophonie linguistique ou alors francophonie au sens institutionnel. Aujourd'hui, il y a une jeunesse francophone qui attend beaucoup de ce projet francophone et qui estime que ce projet est aujourd'hui en total décalage avec le progrès de la francophonie linguistique. Par exemple au Maghreb, par exemple au Moyen-Orient. Il y a au niveau scientifique beaucoup de francophones qui apportent à ce projet francophone et qui souhaitent justement avoir plus de place et un statut, une reconnaissance de leur droit aussi à la diversité linguistique. Et ça, c'est un thème, je pense, central lorsqu'on parle justement de cette dynamique de va-et-vient entre la diversité linguistique, la diversité culturelle. C'est le droit à la reconnaissance de cette pluralité identitaire. Et je pense que là, nous sommes en plein dedans et j'espère réellement que nous pourrons, puisque vous nous avez limité à 1 minute, donc c'est très difficile de synthétiser, mais je dirais que j'espère franchement que nous pourrons mobiliser, parce qu'il s'agit aujourd'hui de mobilisation, au-delà de l'institutionnel qui, je pense, fait beaucoup de choses, il y a aussi l'espace public, il y a les acteurs publics et privés qu'il faut absolument mobiliser dans toutes les régions du monde francophone aujourd'hui pour que nous puissions, en tant que francophones, devenir un projet alternatif. Alternatif à quoi ? Alternatif à un ensemble de valeurs. Aujourd'hui, on se questionne sur la question des droits de l'homme, sur la question des solidarités, sur, par exemple, le droit des peuples, aussi le droit des peuples à avoir un territoire, etc. Donc, je pense que le projet francophone pourrait, en mobilisant le maximum d'acteurs publics, privés, les associations, le corps scientifique, le corps artistique et culturel, que nous devenions quelque part une association mondiale qui porterait les valeurs sur lesquelles s'est bâtie
ce principe d'espace d'échange culturel et de solidarité, à travers la langue, mais aussi à travers ses valeurs. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est- Trang van der Beys, quelle est l'utilité principale de la francophonie aujourd'hui, selon vous? J'ai pas beaucoup de temps, c'est ça. 2 minutes. En fait, je pense qu'il y a deux réalités. Il y a la francophonie sociétale, linguistique. Cette francophonie, elle est polyforme et multiple. Et la langue française y joue plusieurs rôles. On n'y peut rien, c'est comme ça. Un rôle identitaire, culturel, professionnel, utilitariste, etc. Après, vous avez la francophonie, je veux dire que multilatérale, intergouvernementale, institutionnelle. Et oui, mais cette francophonie-là, elle a eu une histoire. Elle est née dans les moments de décolonisation. En quelque sorte, dans ce contexte, la langue française était considérée, comme le disait Senghor, une pépite trouvée dans les décombres du colonialisme. Et en fait, il y a une croyance des pères fondateurs de la francophonie dans la force rassembleuse, on peut dire ça, aussi dans les valeurs humanistes que porte cette langue. Et dès le début du mouvement francophone, au moment de la création de la première institution francophonie, c'est la CCT, la langue française était conçue comme un outil de solidarité. Voilà, solidarité internationale, d'ouverture, de progrès et surtout de renforcement de compréhension mutuelle entre les peuples. Et c'est à partir de 86, surtout au 7e sommet de la francophonie à Hanoï, que la francophonie intergouvernementale s'est muée en une francophonie politique. Ainsi, je pense que l'utilité de la francophonie intergouvernementale multilatérale actuelle se pose sur 2 socles. Solidarité. Pour moi, le mot solidarité, vraiment, c'est le premier mot d'ordre, et influence. Voilà. Eh ben, c'est une synthèse assez remarquable. Merci beaucoup, Trang. Je vais passer la parole maintenant à Roger Coudet, s'il vous plaît. Selon vous, à quoi ça sert la francophonie aujourd'hui? Merci infiniment. Si vous me permettez, je voudrais bien prendre 2 secondes pour exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de ce forum d'avoir bien voulu m'associer à cette réflexion. Je l'ai dit d'autant plus que vous avez cité tout à l'heure la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité que j'ai l'honneur de diriger, qui a un mandat assez vaste, mais nous consacrons environ 10% de nos productions scientifiques aux problématiques de la francophonie, sous forme de conférences, de colloques, ou de publication d'ouvrages. Donc, je tenais à le rappeler pour montrer combien nous sommes attachés à la francophonie, qu'elle soit institutionnelle ou horizontale. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, pour répondre à la question précise qui m'est posée, je dois dire que quand on voit l'histoire de la francophonie, depuis l'Agence de coopération culturelle et technique, l'Agence intergouvernementale de la francophonie, jusqu'à l'Organisation internationale de la francophonie aujourd'hui, on peut objectivement dire que la francophonie est d'abord un acteur important de la gouvernance mondiale, pour quantité de raisons. D'abord, il s'agit d'une organisation internationale qui réunit un nombre important, c'est une sorte de petite ONU, la francophonie. Donc, un acteur international, une organisation internationale. Mais la francophonie, cela a été dit à plusieurs reprises, c'est aussi un ensemble de valeurs que la francophonie défend et que la francophonie doit savoir encore davantage défendre. Des valeurs dont elle est porteuse. Mais la francophonie, je crois que ça a été évoqué en partie, c'est aussi un lieu d'expertise sur les questions des droits de l'homme, de la gouvernance, de la démocratie, même si ça fait débat et qu'il y a débat à ce sujet. Donc, expertise, aussi dans le domaine de la paix, de la sécurité internationale. La francophonie joue un rôle très important. Nous avons organisé justement il y a quelques années un colloque sur la sécurité dans l'espace francophone. Et nous pouvons dire en toute objectivité que le rôle de la francophonie relativement aux questions de paix et de sécurité internationale, est un rôle extrêmement important. Et puis, la francophonie, c'est de l'expertise aussi dans le domaine
du développement économique, social, etc. Mais maintenant, il y a un deuxième volet que je voudrais souligner. Parce que, alors, j'ai l'habitude de rappeler à nos étudiants que toute culture est une architecture de réponse. Toute culture est une architecture de réponse. Or, la francophonie inscrit la diversité au cœur de ses objectifs, de ses préoccupations. Diversité des cultures, mais aussi diversité des systèmes politiques, système économique, diversité des systèmes juridiques et judiciaires, diversité dans différents domaines. Et du coup, la francophonie, en mettant l'accent sur la diversité comme un élément essentiel de la gouvernance de notre monde, la francophonie s'inscrit ou est en phase avec les objectifs que se sont fixés les Nations Unies dès 1945. La francophonie est en phase avec les missions dévolues à une organisation comme l'UNESCO. Et du coup, on peut considérer de ce point de vue également que la francophonie postule, en partant de l'idée que toute culture est une architecture de réponse, et je termine par là, la francophonie postule que la diversité est incontournable pour des questions de gouvernance de ce monde, en ce sens que aucune culture, aucune civilisation, si on doit parler de civilisation répétissée pour se démarquer un peu de Samuel Huntington, aucune culture ne peut prétendre avoir le monopole en termes de solutions aux problèmes qui se posent au monde. Et on le voit au travers des défis actuels, qui sont des défis nombreux et de taille, et qui appellent à une sorte d'intelligence collective. Et cette intelligence collective passe incontestablement par le respect de la diversité et donc par la contribution de toutes les cultures à la gouvernance du monde. Merci beaucoup. Johnny Laforêt, vous qui êtes aux États-Unis, avec ce regard peut-être plus distancé, mais qui êtes francophone. Plus différent. C'est différent. Quelle est selon vous l'utilité principale de la francophonie aujourd'hui ? Merci de la question et je remercie tous les participants, tous les organisateurs de ce grand colloque. Moi, étant haïtien, la francophonie linguistique est à la fois une opportunité et un fardeau. Opportunité dans le sens, la francophonie permet cette mobilité, cet échange entre les différents pays francophones, avec les opportunités que ça apporte. C'est un outil aussi scientifique que vous pouvez partager avec d'autres collègues venant d'autres pays francophones et de milieux francophones. Mais moi, en tant que petit haïtien, en grandissant, j'ai vu plutôt la francophonie comme un fardeau. Un fardeau, c'est-à-dire la langue que je parlais couramment, ce n'était pas la langue que j'ai vue le premier jour que j'ai mis les pieds à l'école. Donc, pendant des années, j'ai vu cette francophonie, ce fait francophone, ce français-là, comme un fardeau que je porte sur le dos jusqu'à la philosophie, jusqu'au lycée. Et je pense que c'est le même cas, c'est encore le cas pour nombreux Haïtiens qui vivent en Haïti. Ils ont pour langue maternelle le créole haïtien, mais l'école haïtienne se fait en français. Donc l'enfant qui arrive pour la première fois à l'école, il est surpris de voir qu'il n'arrive pas à comprendre ce que le maître dit. Donc je pense que pour beaucoup d'Haïtiens et pour trop longtemps, on voit ce côté difficile de la francophonie. Est-ce qu'on doit accepter la francophonie pour ce qu'elle apporte, ou du moins essayer de changer notre système éducatif pour avoir un système plus équilibré, un système plus ouvert aux opportunités pour les élèves et les étudiants? Et je pense que c'est, moi, en tant que scientifique, c'est là que j'essaye de faire l'équilibre entre les deux côtés de la francophonie. Et j'espère que dans les années à venir, Haïti va faire mieux, quoi. Haïti va faire mieux parce que c'est très difficile. Même l'UNESCO le dit clairement dans ses écrits que on apprend mieux dans sa langue maternelle. Mais l'haïtien ne peut pas dire ça parce qu'il n'apprend pas dans sa langue maternelle. Il apprend dans une langue seconde et pour beaucoup de personnes dans une langue étrangère. Donc, je pense que c'est là, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Je ne sais pas si je vais
Je vais pas dans l'essence de tout le monde, mais je crois que c'est une discussion qu'il faut avoir. Quelle est l'importance de la francophonie pour les pays du Sud et surtout pour les pays multilingues? Qu'est-ce que la francophonie grand F peut apporter comme solution à ces problèmes de l'éducation? Parce que la plupart du temps, on voit la francophonie comme une difficulté, mais pas une opportunité pour les petits Haïtiens qui grandissent. Et je pense que la francophonie peut faire mieux. Merci beaucoup. Alors, d'Haïti au Québec, il n'y a qu'un pas. En tout cas, on a beaucoup d'Haïtiens au Québec. Et je vous laisse la parole, Marc Chevrier. Je pense que vous avez bien noté la question. Selon vous, la francophonie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apporte principalement? Alors, merci, M. Boutin. Mes remerciements également à toute l'équipe de l'Institut international pour la francophonie pour cette invitation qui m'est faite, qui m'honore. Alors, je ne reviendrai pas sur, évidemment, la dimension française ou francophone de la francophonie. On a dit souvent que la francophonie, c'est, donner une dimension politique à travers notamment l'OIF et d'autres instances. Et on explique que voilà, la francophonie doit s'occuper de droits de l'homme, de démocratie, de gouvernance. Revenons sur le projet de la francophonie comme phénomène politique. Je suis un politologue, donc c'est un peu mon domaine. Alors, si j'allais la définir simplement, c'est une union libre entre des peuples et des États qui ont, oui, le français en partage, pour prendre la formule consacrée. Un français qu'on a trouvé comme une pipite dans les décombres de ce que le général de Gaulle a voulu être une communauté, mais qui ne s'est pas réalisé et qui a abouti à l'indépendance des colonies françaises. Et ce projet s'est réalisé, et j'insiste là-dessus, avec une double intention, en dehors, donc, de toute logique coloniale et impériale. Donc, pour moi, la francophonie, c'est une union libre de peuples, d'États, dont le français en partage, mais en dehors de toute logique coloniale et impériale. Si les peuples parlant français au Canada continuent d'être voués à la marginalisation et à la minorisation dans un Canada post-national, multiculturaliste, où il ne formerait qu'une couleur pâlissante dans une mosaïque. Si Haïti ne se relève pas comme État, pour porter notamment fièrement sa créolité, si la France se contente de devenir une grosse Bavière au sein de l'Union européenne, qui parle anglais, enserrée d'un côté par les GAFAM numériques américains, et d'un autre côté, par les tanks et les drones russes, si l'Afrique se couvre d'autocratie inféodée aux puissances impériales du jour, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Russie, Turquie, eh bien, je ne crois pas que la francophonie va remplir sa mission politique, à moins de se contenter de tourner comme un beau manège dans un parc d'attractions. Merci. Merci pour cette liberté de ton d'Haïti au Québec. On a besoin de ça et c'est aussi le rôle de l'université d'avoir cette liberté-là. Alors, je reviens vers vous, Sonia Mbarek. Vous l'avez cité, Habib Bourguiba, l'un des fondateurs de la francophonie institutionnelle, qui fut l'un des promoteurs dans les années 60-70 du projet de communauté comme un Commonwealth à la française. Mais aujourd'hui, donc, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts quand même. Est-ce que la francophonie a toujours une signification forte en Tunisie, notamment du point de vue de la jeunesse tunisienne, dont on sait qu'elle a beaucoup de défis, l'emploi, la mobilité, l'éducation, et puis d'autres défis aussi comme le développement durable, l'avenir de la Méditerranée, etc. Donc, quelle devrait être, selon vous, la priorité de l'action francophone au Maghreb aujourd'hui ?
Je voudrais revenir, si vous me le permettez, une petite minute pour 2 réalités historiques concernant la Tunisie. D'abord, la première réalité, c'est que la langue française est en Tunisie bien avant la colonisation. Parce que le bilinguisme a commencé au XIXe siècle avec le ministre Kheireddine Pacha qui a créé l'école militaire du Bardo et a imposé le bilinguisme. Donc il y avait en même temps la langue arabe enseignée et la langue française. Également, bien sûr, le collège Sadiki qui a fait sortir une élite tunisienne bilingue, totalement bilingue et biculturelle. Cela, donc, bien avant, c'était en 1875, bien avant la colonisation française. Ensuite, donc l'héritage, justement, le président Bourguiba et ce qu'il a fait, sous sa direction, en fait, Bourguiba, je l'ai dit tout à l'heure, il n'aimait pas le mot francophonie, parce que pour lui, c'était un mot, un concept un peu fourre-tout. Il préférait dire que c'est un espace politique de concertation, il n'a pas arrêté de dire ça, et il y croyait. Entre des pays africains au début. Et là, je rejoins ce que vous dites. D'abord, comment s'est constitué ce processus donc de projet francophone. Ensuite, à l'indépendance, malgré la tunisification donc, du système d'éducation à partir de 1958, il y a eu justement ce bilinguisme et ce biculturalisme qui a été mis en lumière. C'est un choix politique, et c'est un choix politique et culturel puisque tous les ministres de Bourguiba, et en particulier quelqu'un comme Mahmoud Messadi, qui était un très grand poète, ministre de l'Éducation et de la Culture, parlaient de développement intégral et intégré. C'est-à-dire que pour lui, il fallait cet outil de modernisation sociale et culturelle pour que la Tunisie puisse aller de l'avant et surtout ne pas oublier cette authenticité linguistique et culturelle avec l'arabe, mais également partir sur ce bilinguisme avec la langue française. Je pense que c'est un choix qui n'a pas été fait pareillement, par exemple en Algérie, qui a choisi la rupture avec le bilinguisme. Le Maroc, relativement bilingue, mais je pense que la Tunisie, dans ce sens, elle a beaucoup fait justement pour faire perpétrer ce bilinguisme. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé dans le sens où le bilinguisme existe toujours, le biculturalisme également, mais bien sûr, il est connecté avec cette diversité linguistique qui, je le rappelle aussi, caractérise la Tunisie, parce que la langue, c'est l'identité culturelle. Et les Tunisiens, ils sont en même temps francophones, mais ils sont arabophones, ils sont méditerranéens, ils sont africains, ils sont un peu berbères. C'est toute cette base qui fait le Tunisien. Donc aujourd'hui, les Tunisiens et les jeunes en particulier défendent cette logique. Ils sont beaucoup dans la jeunesse se dit, nous sommes arabophones, nous voulons bien être francophones à condition. Il y a des conditions qui sont mises de départ. Et moi, par exemple, à la question qu'on me pose toujours, la langue française, comment elle va en Tunisie? Est-ce que la francophonie... c'est un projet qui est, je pense, en évolution, parce que la société a changé en Tunisie, les jeunes ont d'autres revendications, et en particulier la question de la mobilité et de l'emploi, vous l'avez cité. Il y a donc interférence, et je dirais, il y a d'énormes paradoxes entre les jeunes aujourd'hui qui suivent un enseignement aussi à l'université, parce qu'il y a... je dirais une centaine d'universités bilingues en Tunisie, mais qui a fait introduire bien sûr la donne anglaise au cours des 20 dernières années. Néanmoins, il reste toujours que les jeunes Tunisiens veulent en priorité venir en France pour des questions de proximité géographique, etc. Mais le décalage, je reviens toujours à cette question de décalage et de dissonance entre le vouloir de ces jeunes
et la politique aussi au niveau international, la politique de mobilité, je dirais, qui ne va pas du tout dans ce sens. Donc vraiment, cette dissonance, elle est très présente. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes viennent en Tunisie, et je pense que les Maghrébins, les étudiants maghrébins, les artistes maghrébins, ce sont des leviers pour faire évoluer ce projet francophone dans cette francophonie qui est diversifiée. Mais le Maghreb, c'est un partenaire classique de la francophonie, qu'elle soit linguistique ou qu'elle soit institutionnelle. Mais également, je pense que c'est un acteur majeur pour la pérennité de ce projet. Oui. J'en parlerai tout à l'heure avec beaucoup plus de... Merci infiniment. Je me tourne maintenant vers notre intervenant en ligne. Est-ce que vous nous entendez, Éric? Oui, bien sûr. Merci pour votre présence. Alors, on va parler de sport, d'olympisme. Vous qui évoluez dans ce domaine-là, on sait que 2024 va être un rendez-vous à la fois du sport et de la francophonie, avec les Jeux olympiques, mais aussi le sommet de la francophonie. L'un des programmes phares de la francophonie, ce sont les Jeux de la francophonie qu'on oublie parfois. Et une association internationale des unions sportives francophones vient d'être créée. Donc, en 2026, ce sera aussi à Dakar d'accueillir les JO de la jeunesse. Donc, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur la francophonie, son utilité, notamment du point de vue sportif? Est-ce que le sport peut être un vecteur de cohésion, d'appartenance à la francophonie, de promotion du vivre ensemble? Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque de leur invitation. C'est avec grand plaisir. C'est une question qui est dure que vous me posez. Elle est extrêmement dure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde du sport est un monde très anglo-saxon. Et donc, la logique n'est pas du tout d'opposer deux mondes. Les anglo-saxons et les francophones, c'est pas du tout la logique. Mais simplement, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez cité les Jeux de la francophonie qui sont aujourd'hui vraiment en délicatesse. On a vu dernièrement ce qui s'est passé en juillet-août, notamment à Kinshasa, où ces Jeux, eh bien, aujourd'hui, ne font pas l'unanimité. Sont des Jeux qui doivent être repensés. En tout cas, l'OIF s'est engagé à travers le Comité international des Jeux de la francophonie à revoir un petit peu ces Jeux, parce que, vous le savez sans doute, ce sera ma communication de demain que je ferai, c'est qu'en fait, ils ont eu peu de succès en nombre, notamment de personnes qui sont allées à Kinshasa, aussi bien du point de vue artistique que du point de vue sportif. Alors, vous avez cité les Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler à Dakar en 2026. Alors oui, c'est une véritable opportunité, c'est vrai. Alors, cette francophonie, je dirais dans le monde du sport, elle est très malmenée. Et c'est une vraie opportunité, notamment d'avoir les Jeux olympiques à Paris en 2024, d'avoir ces Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026, parce que ça va pouvoir tout simplement relancer un petit peu ce réseau francophone qui a perdu beaucoup d'envergure liée à deux tournants. En 1948, le système olympique international fait le choix tout simplement d'insérer une nouvelle langue qui s'appelle l'anglais. En 1948, dans la charte olympique, et ça y est, le français commence à être malmené en 1948 avec la venue de l'anglais comme langue officielle. Et il y a eu un deuxième tournant, c'est 2003. En 2003, tout simplement, le CIO se pose la question de savoir est-ce qu'il n'est pas nécessaire, est-ce qu'il ne sera pas nécessaire de laisser une langue prioritaire en quelque sorte. C'est pas dit comme ça, mais en fait, dans la réalité, c'est ce qui se passe. C'est tout simplement de mettre une langue prioritaire qui est l'anglais. Et donc, le français va passer en quelque sorte en second rang, si on peut appliquer les choses comme ça. Alors, ce qui se passe, pour répondre à votre question plus pleinement, c'est très intéressant parce que si je reviens... Alors, ce qui se passe, pour répondre à votre question plus pleinement, après 100 ans, après 1924, et là, en fait, ces Jeux, c'est important ce qui se passe en termes de francophonie parce que vous le savez sans doute, il y a 3 méga événements dans le monde. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 3. Le premier méga événement, ce sont les Jeux olympiques. Le deuxième, c'est la Coupe du monde de foot. Et la troisième, c'est le Tour de France. Et ces Jeux olympiques vont avoir un impact, ces méga-événements vont avoir un impact sur les représentations, notamment que se font les jeunes, que se font le grand public, notamment à travers ces grands événements. Et ils vont avoir de fait un impact sociétal très important. Et en fait, le fait d'avoir ces Jeux à Paris,
eh bien, va relancer en quelque sorte la nécessité de montrer l'ancrage de la francophonie à travers notamment, vous l'avez cité, eh bien, cette association qui s'est créée, ce qu'on appelle l'association francophone des comités nationaux olympiques. Il y en a 48 aujourd'hui. On a même des unions francophones qui se créent. Il y en a une douzaine aujourd'hui dans le monde. Mais en fait, c'est vraiment une prise de conscience dès 1996 de dire il faut faire quelque chose. Donc on aura des grands témoins qui vont tout simplement siéger pendant les Jeux pour défendre cette langue française. Aujourd'hui, le véritable atout de l'association francophone des comités nationaux olympiques, pour pas être trop long, eh bien, c'est d'essayer, eh bien, de concentrer un réseau, pas d'opposition, mais un réseau pour montrer aussi, eh bien, que la francophonie existe dans le système olympique international. Mais pour être très franc avec vous, c'est pas gagné. Merci Éric Monin. Je me tourne maintenant vers Roger Coudet. Pour ce qui est de l'Afrique francophone, notamment, qui est quand même le cœur battant maintenant de l'espace, en tout cas en termes démographiques, comment la francophonie est-elle perçue, à la fois francophonie civile et institutionnelle? On parle de débats locaux, d'enjeux globaux. Est-ce que la francophonie fait l'objet de débats de société? Et aussi peut-être une question qui concerne les droits de l'homme, puisque c'est un domaine qui vous est cher et sur lequel vous travaillez. En ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comment la francophonie peut-elle retrouver une parole forte sur la question à l'heure où l'espace francophone connaît un certain nombre de crises de nature démocratique, du Mali jusqu'en Haïti d'ailleurs? Comment retrouver une parole forte sur la question de la démocratie et des droits de l'homme? On s'en fait deux questions. Oui, deux questions en une. Alors, je vais essayer autant que possible d'y répondre dans le délai qui est passé. Moi, je dirais que globalement, la francophonie est attendue. Dans cet espace francophone africain, la francophonie est attendue, puisque je disais tout à l'heure que c'est un acteur important déjà sur la scène mondiale, mais c'est aussi un acteur important dans ce que vous désignez à juste titre comme l'épicentre de la francophonie, le cœur battant de la francophonie. Alors, on parle beaucoup de francophonie institutionnelle, de francophonie de francophonie, vous avez dit civile. J'ajouterais une autre catégorie de distinction en parlant de francophonie institutionnelle ou de francophonie verticale pour désigner l'institutionnel, et une francophonie que je qualifierais un peu d'horizontale pour parler de cette société civile. Et alors, si on voit bien, je parle donc de la francophonie horizontale, celle des citoyens francophones, de la société civile francophone, des enseignants, des étudiants. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, la question qui a été évoquée sur l'état de santé de la langue française. C'est pas une question qui se pose pour les instituteurs que moi je rencontre souvent en Afrique et qui font leur boulot et qui y croient profondément. La francophonie des artistes, des entrepreneurs, y compris ceux du secteur informel, par exemple. Et donc, si nous suivons attentivement, et aujourd'hui, il faut bien ajouter un autre terrain qui est un lieu important d'expression des opinions, ce sont les réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser au colloque, notre colloque de Tunis l'année dernière. Donc, si nous suivons attentivement tous ces acteurs-là, on peut dire, là encore, en toute objectivité, que ce sont des acteurs du quotidien, dont les acteurs de la francophonie du quotidien, qui croient aux valeurs de la francophonie, qui la portent à leur manière et qui réclament la francophonie, qui réclament, je dirais, au quotidien la francophonie. Je pense toujours à cet instituteur au fin fond du village qui voudrait avoir un peu plus de possibilités pour faire son travail d'acteurs de la francophonie et donc de diffuseurs, de vecteurs de transmission, non seulement de cette langue, mais des valeurs qu'elle porte. Et dans cette francophonie du quotidien horizontale, il y a un certain nombre de préoccupations ce qui me permet de faire le lien avec le deuxième volet de votre question. C'est-à-dire, il y a des questions quelque peu basiques que l'on entend pour celles et ceux qui ont l'habitude d'être sur le terrain, d'aller dans ces différents pays francophones d'Afrique, ce qu'on appelle le cœur battant de la francophonie. Il y a des questions très simples que les gens se posent, parfois avec étonnement. Par exemple, l'état de la démocratie dans cet espace-là.
dans cette Afrique francophone. L'état de la démocratie, je rappelle qu'il y a quelques années, une trentaine d'années, ce sont les pays africains francophones qui étaient les organisateurs des fameuses conférences nationales souveraines. On n'a pas observé ça dans d'autres régions d'Afrique, c'est-à-dire les régions non francophones. Et aujourd'hui, cet espace est affecté par des crises successives sous forme donc relativement à l'état de la démocratie, les changements anticonstitutionnels qui sont récurrents depuis un certain nombre d'années, mais aussi, il faut bien le dire, ce qu'on entend régulièrement, cette sorte de culture dans l'espace francophone africain de confiscation du pouvoir, c'est-à-dire au travers des mécanismes de troisième mandat, mandat illimité, etc., etc. Ce qu'on n'observe pas ailleurs. Et ça interroge, les gens se demandent pourquoi est-ce seulement dans notre environnement géopolitique que cela se passe. Ces changements anticonstitutionnels, ces troisième mandats, ces quatrième mandats, sixième, septième, huitième mandats, on observe ça nulle part ailleurs. Et donc voilà, ça ce sont des questions que les citoyens se posent dans des débats informels sur les réseaux sociaux, etc., avec parfois des tentatives ou une forte tentation d'essentialisation du débat. Alors du coup, la question des droits de l'homme que vous évoquez s'inscrit dans la continuité de ce débat, puisque nous avons un outil formidable qui est la déclaration de Bamako. Donc c'est l'outil de référence pour la problématique des droits de l'homme et de la démocratie, l'état de droit, etc., dans l'espace francophone. Qu'est-ce qu'on en fait véritablement par rapport à ces différentes questions que nous venons d'évoquer? Alors, je me permets de citer un papier que j'avais fait il y a quelques mois, que j'ai publié sous forme de tribune, dans le quotidien sénégalais, qui s'appelle Le Quotidien également, le 26 avril dernier. Alors, dans cette tribune, je conclus en partant de la déclaration de Bamako, du socle philosophique de la francophonie, axé sur les questions des droits de l'homme, la démocratie, etc. J'ai fait une proposition concrète, à savoir qu'à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, au-delà des débats intellectuels, scientifiques, etc., pour cette question précise des droits de l'homme, que l'on puisse procéder à une sorte d'examen périodique universel de la question des droits de l'homme dans l'espace francophone. J'ai été ravi de savoir que la délégation sénégalaise au sommet de Djerba a cité cette proposition dans les débats. Et je continue de croire que si on pouvait aussi, à l'occasion, s'interroger de façon un peu plus, on va dire, formelle, par des mécanismes établis, pour savoir où en sommes-nous avec la déclaration de Bamako chaque année, ce serait une réelle avancée. Voilà, très merci. Bien. Merci beaucoup. Marc Chevrier, maintenant, on part au Québec, où la langue française est à l'interface entre des débats nationaux et des enjeux mondiaux, comme la diversité linguistique et culturelle, la découvrabilité des contenus francophones qui tient beaucoup à cœur aux Québécois. Et souvent, on parle de la francophonie du point de vue de son caractère minoritaire au Canada, en Amérique du Nord, un peu moins quand même de l'international. Mais est-ce que, selon vous, la francophonie demeure l'espace privilégié d'action internationale du Québec? Et également, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'on en parle beaucoup actuellement au Québec sous l'angle économique, peut-être au détriment d'autres aspects ou pas. D'ailleurs, c'est à vous de nous le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose d'investir dans cette francophonie économique? Donc, il y a deux questions. La première porte sur la francophonie. Est-ce qu'elle demeure un espace privilégié de rayonnement pour le Québec? Et l'autre, c'est bien sûr ce tournant économique qu'aurait pris probablement le gouvernement actuel pour privilégier donc aspect économique, peut-être au détriment d'autres aspects, notamment politiques. À la première question, je répondrai évidemment, la francophonie demeure pour le Québec un espace privilégié. Mais je dirais que la francophonie, pour le Québec, du moins la francophonie institutionnelle, est à la fois un tremplin et un piège. Pour comprendre le tremplin, je vais non pas parler en des termes scientifiques, mais vous raconter une fable.
C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un écrivain québécois, Louis Hamelin, dans une chronique du Devoir en 2006. Alors, ça va vous amuser un peu. La fable du poisson et du pingouin. Alors, imaginez une conversation dans l'eau entre un poisson et un pingouin. Alors, le poisson dit au pingouin, « Ah, ben pourquoi tu fermes tout le temps le bec? Fais comme moi, ouvre la bouche, laisse l'eau entrer, relaxe un peu. » Et là, le pingouin lui dit, « Oui, j'aimerais bien faire comme toi, mais tu sais, moi, de temps en temps, je vais remonter à la surface pour respirer. » Alors, c'est une image, bien sûr, une fable. Je dirais qu'au fond, la francophonie, c'est un peu l'oxygène que les Québécois puisent de temps à autre en remontant à la surface. Parce qu'ils sont, comme on le sait, immergés dans l'espace anglo-américain. Comme disait Fernand Dumont, un de nos sociologues, le Canada français, le Québec, c'est une des minorités linguistiques les plus isolées au monde, au sens géopolitique. Et donc, bien sûr, par la francophonie, depuis les années 60, le Québec trouve une partie de son oxygène. La francophonie, ce n'est pas strictement l'action concertée par des instances intergouvernementales, mais c'est aussi un horizon de sens pour beaucoup de Québécois. Seulement une minorité de Québécois s'intéresse vraiment à l'OIF. Mais pour beaucoup de Québécois, la francophonie, c'est une arrière-scène qui donne un peu de réalité, d'objectivité à leurs conditions de parler en français en Amérique. C'est aussi un piège. Pourquoi? 2 raisons. Il y a des raisons très politiques et d'autres qui tiennent plutôt à la nature américaine du Québec. D'abord, un piège. Sans faire toute l'histoire de la francophonie institutionnelle, le Québec y a acquis, à la suite d'une entente signée entre le gouvernement Mitterrand et de Brian Mulroney, le statut de gouvernement participant au sein des instances de l'OIF, qui ratifiait déjà une entente qui préexistait. Et cela dit, c'est un statut exceptionnel que l'on donne à un État fédéré, qu'on a aussi accordé au Nouveau-Brunswick, à l'Ontario. Mais dans la logique canadienne fédérale, le statut que le Québec a acquis dans la francophonie est une anomalie. C'est même une erreur. Et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, l'État fédéral canadien a entouré la francophonie, on pourrait dire, une espèce de cordon sanitaire pour éviter que ce précédent se répète en dehors de la francophonie. Un très bel exemple, c'est par exemple l'UNESCO, où le Québec voulait à peu près l'équivalent de ce qu'il avait acquis au sein de l'OIF, et finalement, il a dû se résoudre à un strapontin dans la délégation canadienne, où le représentant du Québec a le statut de conseiller fédéral. Alors, la francophonie peut être un piège dans la mesure où elle délimite un horizon d'action qui doit contenir l'action internationale du Québec et non pas servir de tremplin. L'autre aspect, c'est que les Québécois, même si, comme je l'ai expliqué, ils cherchent dans la francophonie leur oxygène, demeurent un peuple d'Amérique. Et cette américanité, souvent dans nos débats intellectuels, est souvent opposée à la francophonie, comme si l'une empêchait l'autre. L'américanité, c'est pas strictement le fait d'être en Amérique du Nord, ce n'est pas le fait d'être un voisin. Moi, je suis à 1h30 de la frontière américaine. Donc, c'est pas simplement le fait d'être voisin des États-Unis, d'être un satellite américain. Le Canada est un satellite américain. Ne racontons pas d'histoire. Comme le Mexique aussi. Mais l'américanité, c'est aussi toute l'Amérique latine. C'est l'Amérique des Caraïbes. Et c'est un champ que le Québec, à mon avis, explore mal ou pas suffisamment. Et pour conclure, comme disait Louis Hamelin, j'ai cité, les Québécois sont des Américois. Sur l'aspect économique, rapidement, une minute, écoutez, ça peut être une excellente idée qu'on a ici sur l'aspect économique. Pour que la francophonie vive, il faut qu'il y ait des solidarités concrètes et l'économie peut être une forme de solidarité concrète. Mais ça peut être aussi une posture de repli. C'est-à-dire, on fait l'économie à défaut de faire du politique. C'est une posture qui, dans notre histoire au Québec, a souvent été choisie depuis le 19e siècle. L'économie a été souvent vue comme la seule option accessible pour un petit peuple qui n'a pas de prise sur les grandes questions politiques.
Merci beaucoup. De cet autre aspect de la francophonie des Amériques nous mène vers vous, Johnny Laforêt, Haïti, les États-Unis, où la francophonie est notamment présente en Louisiane, mais pas que. Au sein des universités américaines, il y a des départements d'études françaises et francophones. Et ma question, ce serait quel regard les non-francophones portent sur cet objet francophonie? Parce qu'on ne pose pas souvent cette question. On sait qu'il y a d'autres grandes aires géolinguistiques. Et puis, vous avez parlé de ce défi de l'éducation, un équilibre à trouver entre les langues nationales et l'apprentissage de langues étrangères ou internationales, comme le français. En Haïti, on sait que c'est une langue de création de Yannick Lins à Dany Laferrière et d'autres grands noms, des grands poètes et autres. Et on sait également que la langue française, c'est la deuxième langue la plus apprise dans le monde. Donc, quelles sont les opportunités qui vont avec cette langue et le regard des non-francophones sur la francophonie? Merci de la question. Je pense, moi, en tant que prof de français à l'université aux États-Unis, la première question, quand vous posez la question aux étudiants, mais pourquoi est-ce que vous vous inscrivez dans un cours de français? La première réponse, je pense que c'est les opportunités ou parce qu'ils veulent travailler dans un espace francophone après leur diplôme. Par exemple, cette année, en début de semestre, j'ai posé la même question, mais pourquoi est-ce que vous prenez le français comme langue, pas l'espagnol? Parce que vous avez aussi de l'autre côté, dans les départements, dans les universités américaines, vu la proximité des États-Unis avec le Mexique, beaucoup d'étudiants choisissent comme langue étrangère l'espagnol. Mais il y a beaucoup d'étudiants aussi qui font le choix du français. Moi, je veux toujours savoir pourquoi. Et cette année, ils m'ont dit, comme d'habitude, c'est parce qu'ils veulent soit travailler dans des pays africains, par exemple, dans des pays africains francophones, et aussi en France. Mais pour la France, c'est un peu toujours la même réponse. Ben, je veux visiter la France, c'est une belle langue, etc. Mais quand il s'agit des étudiants, par exemple, j'ai des étudiants qui font de la science politique, des étudiants qui sont venus pour le diplôme en économie. Ces étudiants-là, ils voient l'objet, le français comme un atout. C'est-à-dire, déjà, l'anglais est leur langue maternelle, donc ils n'ont pas de problème, mais ils veulent aussi ajouter le français comme un outil lorsqu'ils vont travailler dans des pays, dans des contextes francophones. Et il y a ce phénomène, il y a ce programme qu'on appelle le Peace Corps aux États-Unis, où les départements d'État envoient des étudiants aller dans des pays d'Afrique francophone, etc. Donc ça, pour ces étudiants, c'est l'un des premiers objectifs, c'est de parler français, de ne pas seulement avoir l'anglais, mais de parler français pour pouvoir communiquer avec les participants, ou du moins avec les pays francophones dans lesquels ils vont vivre et habiter. Ouais. Merci beaucoup. Il nous reste assez peu de temps, hélas. Donc, juste avant de prendre quelques questions en rafale du public, je m'adresse vers vous, Chang. Le sommet de la francophonie qui va avoir lieu en France, est-ce qu'il est une opportunité de donner un nouveau souffle peut-être à cet espace, de coaliser les acteurs, comme ça a été dit, de donner une vision constructive et peut-être aussi de mieux faire connaître cet objet, parce qu'on constate quand même une grande méconnaissance parmi le grand public de la francophonie. Alors, est-ce que ça va être l'occasion pour les médias, enfin, un peu d'en parler, et puis que peut-être, allons plus loin, rêvons que la francophonie entre dans les manuels scolaires, enfin, en France? Je crois que c'était déjà le cas. Je crois qu'il y a juste une phrase dans un manuel, je ne sais pas, au collège, je crois que oui, il y a l'Organisation internationale de la francophonie, je crois. Oui, en fait, l'année prochaine, ce sera le 3e sommet, qui va être organisé en France. Et le dernier, c'était en 1991. C'est-à-dire qu'il y a 32 ans. C'est presque une génération qui est passée. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un déficit de connaissances
l'histoire de la francophonie, sur la raison d'être de la francophonie. C'est pas sur la francophonie. Pourquoi la francophonie, elle est née, dans quel contexte, quelles sont les valeurs, quels sont les combats francophones. Là, franchement, beaucoup de jeunes ou de Français en général ne connaissent pas. Et pire encore, c'est-à-dire que non seulement il y a un déficit de connaissance, mais ils ont mal compris la francophonie. C'est ça le problème. C'est que la francophonie, c'est tout de suite le néocolonialisme, c'est France-Afrique, ou alors l'inutilité de la langue française face à d'autres langues, non l'anglais. Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment, oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que il est important que les jeunes Français puissent saisir cette chance, en fait. Cette chance qu'ils ont en étant citoyens du foyer d'un pays, foyer d'origine de la langue française, parlé maintenant par plus de 327 millions de locuteurs dans le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en France pour dépoussiérer, c'est ça, dépoussiérer l'image de la francophonie et mettre fin à la confusion aussi entre le multilatéral et le bilatéral francophone. Merci infiniment. Donc, la période de questions au public est ouverte. Nous allons donc en prendre 2 ou 3 rapidement. Je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a une personne qui peut apporter les micros? Voilà, merci. Michel Vianès a une question. Merci, Michel. Vous avez également Guy Lavorel une question. En ligne, est-ce qu'il y a une question? Non, pas de question en ligne. On remercie aussi les participants qui nous suivent en ligne et qui nous envoient leurs commentaires. Merci à vous. Guy Lavorel. Merci. Alors d'abord, merci à tous pour tout ce que vous nous avez dit, parce que c'est intéressant comme tout. Oui, je voulais rappeler que la francophonie, d'une certaine manière, n'a pas été créée par la France. Et ça, c'est important. C'est important de le rappeler, parce que on pourrait dire, et c'est presque une question que je vous poserai, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que la France défend bien la francophonie autant que certains voudraient que ce soit? Bon, deuxième remarque, moi, le mot francophonie, je vois francophonie. Vous savez, Senghor avait préféré francophonie à francité, mais il avait hésité. Et phonie, ben, c'est une voix, c'est un son qui attend un écho. Ouais. Et franco, c'est France, c'est l'honnêteté qu'on retrouve dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir un idéal d'humanisme. Or, l'humanisme, déjà au XVIe siècle, moi j'aime bien, il y a un livre qui s'appelle, enfin, pas un livre, une production qui s'appelle « Défense et illustration de la langue française ». On pense à défense, et il faut penser aussi à illustration. Qu'est-ce qu'on fait pour illustrer, pour répandre la beauté de notre langue française et sa culture? Bon, merci. Et puis je terminerai par... moi, il me semble que quand même ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la concertation. La concertation, ça se fait par du dialogue, et évidemment, il faut qu'on a plusieurs langues, mais il faut qu'on ait une voix à peu près identique pour s'adresser à tout le monde. Et ça, c'est pas évident. Il faut respecter la pluralité et en même temps avoir une voix qui, comme je disais tout à l'heure, ait un écho. Oui. Alors, je vois, moi, je prends rapidement quelques exemples. Alors, non, on n'a pas le temps pour les exemples, je suis navré. Mais on a bien... Vous avez... Pour montrer que ça marche. Pour montrer que ça marche. Vous avez posé une très belle question et je pense que Sonia va vous y répondre. Mais on va prendre la question tout de suite de Michel Vianès et ensuite de monsieur qui est à côté. Dans la foulée, Michel, je sais que vous pouvez être très synthétique, alors je vous fais confiance. Oui, merci Benjamin, merci à toutes et tous pour les informations qui nous ont été apportées, qui nous enrichissent mutuellement. Pardon. Alors moi, j'ai bien entendu la question, la francophonie aujourd'hui, pourquoi faire? Et parmi les valeurs, il y a une valeur qui est essentielle par les partages justement dans la francophonie. Alors
Je me présente très rapidement, Michèle Vianney, je suis présidente d'une ONG dont le siège est à Lyon. Et ONG auprès de la francophonie, j'ai l'honneur d'avoir été élue par la COING, par les COING, présidente de la commission enjeux globaux du comité de suivi. Mais surtout, je veux parler en tant que responsable du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Et là, parmi les valeurs qui me paraissent extrêmement importantes et dynamiques et très partagées et utiles pour un grand nombre de femmes dans tout l'espace francophone, quels que soient les pays, que ce soit Haïti ou le Canada, et le Québec, et je pense aussi aux Acadiennes. Donc, pour toutes ces personnes, c'est un point extrêmement important sur lequel je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus insister dans le positif, et puis tout simplement parler de droits humains, puisque c'est on fête les 75 ans cette semaine de la Déclaration universelle. Et je rappelle que c'est l'indienne Ansa Mehta qui avait demandé qu'on parle de droits humains. Autrement, la moitié de l'humanité ne se sentirait pas concernée. Donc là aussi, c'est un point important pour ces valeurs. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Alors merci, je tiens tout d'abord à dire merci à tous les intervenants pour la richesse de vos propos, tous les propos qui ont été tenus dans ce panel. Alors j'ai une question à l'endroit de monsieur Johnny Laforêt. Alors je pense que vous avez pointé à juste titre une problématique, celle de l'apprentissage en langue locale. Il me semble d'ailleurs que c'est très important et toutes les études le montrent d'ailleurs. Alors, vous avez bien évidemment dit que la francophonie, pour vous, représentait un peu un certain obstacle en réalité. Mais j'aimerais savoir, il me semble quand même que la francophonie a mis en place un certain nombre de politiques publiques, notamment le programme Élan, École et langue nationale, qui consistait bien évidemment à accompagner les États dans l'apprentissage ou plutôt dans l'introduction des langues locales dans l'apprentissage et dans l'éducation. J'aimerais savoir quelle est l'évaluation que vous faites de ce programme, si tant est que vous en avez déjà entendu parler. Parce que je me permets juste deux secondes, parce que je me rappelle quand je faisais mes classes au Cameroun, j'étais à l'école primaire, on avait droit à une fessée lorsque on s'exprimait en langue locale en classe. Et ça, c'était une véritable hérésie. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut rappeler aussi qu'en Louisiane, il était interdit aussi en classe de parler français. Alors, malheureusement, ouais, je suis désolé Thierry, on va commencer par Sonia Mbarek sur cette belle question, comment répandre la beauté des cultures francophones, promouvoir le dialogue, la concertation, et ce qu'a dit Guy Lavorel. En fait, très brièvement, Oui. je pense qu'autour de la concertation, accepter justement cette dynamique, parce que dans la concertation, il y a cette dynamique de va-et-vient, la diversité des regards. Donc, je résumerai en peut-être deux expressions, c'est comment pouvoir réaliser cette équation de l'unité dans la diversité des regards, qu'elle soit politique, culturelle, linguistique, etc. Ça, c'est un réel défi. Et de toutes les façons, ça rejoint aussi le défi aujourd'hui des droits de l'homme et du droit international, qui est dans la même dynamique aussi. Comment pouvoir réaliser justement cette fondamentalité dont Roger Coudé parle et cette indivisibilité des droits de l'homme au regard aujourd'hui des deux poids, deux mesures que l'on voit, par exemple, dans la question palestinienne, etc. Donc, il y a un réel, je pense, un questionnement et une équation à réaliser dans ce sens, pour prendre en considération la diversité culturelle et politique des pays francophones. Et je pense que elle est tellement entre l'Afrique, le Moyen-Orient, le Maghreb, le Québec, il y a réellement des approches qui sont très différentes, parce que les milieux dans lesquels évolue la francophonie, qu'elle soit linguistique ou institutionnelle, sont très différents. On est là en Amérique, on est là en Afrique, etc. Oui. Et puis surtout, la réalité quotidienne des citoyens, j'ose prendre ce terme en considération également, est très différente. Les décalages sont énormes au niveau technologique, au niveau numérique. Ça a été rappelé à l'occasion du sommet de Djerba qui s'est tenu en novembre 2022. Donc,
réellement, il y a deux choses. Unité, diversité, réappropriation de ce projet francophone dans toute sa diversité. Parce que le projet, c'est des valeurs, et puis, je suis bien d'accord qu'il faut rééduquer un peu, relancer ce projet, même au niveau éducatif. Parce que ici en France, en Tunisie, au Maroc, etc., les lectures sur la francophonie et les représentations surtout, elles sont vraiment très différentes et elles sont surtout aux antipodes. Donc, j'espère que ça se fera dans les années à venir. Ouais. On partage ce vœu. Roger Coudet, sur la question des droits humains, notamment des droits des femmes dans l'espace francophone, est-ce que vous pouvez répondre à Michel Vianès? Bon, sur la problématique genre, je ne suis pas spécialement en mesure de fournir des éléments de réponse qui soient véritablement transcendants. Mais je voudrais dire tout simplement, en faisant le lien avec la question, un aspect de la question du professeur Guy Lavorel, à savoir que la francophonie, nous avons tous reconnu que c'est aussi une communauté de valeurs. Et si la francophonie, c'est une communauté de valeurs, c'est aussi être en mesure. La question était de savoir comment bien défendre la francophonie. Bien défendre la francophonie, c'est justement défendre ses valeurs, être en phase avec ses valeurs, être cohérent avec ses valeurs. Et c'est là où je réponds de façon très générale à la question de Madame, non pas sur la polémique sémantique, mais sur la pratique effective de l'égalité. Donc le principe d'égalité qui est inscrit dans l'ensemble des instruments juridiques que la francophonie reconnaît. Donc pas seulement égalité homme-femme, mais l'égalité, le principe d'égalité de toutes les cultures, revenir à la question linguistique qui a été évoquée tout à l'heure. C'est tout ce que je résume en termes de valeurs pour lesquelles on doit être non seulement mobilisé pour les promouvoir, pour les transmettre, mais mobilisé aussi pour agir en conformité avec les exigences de ces valeurs si on veut, en tant que francophone, aussi la francophonie, notamment institutionnelle, veut demeurer crédible, non seulement vis-à-vis des acteurs de terrain, des citoyens, qui parfois, il y a un décalage qui est observé, mais aussi vis-à-vis des autres acteurs internationaux qui misent sur l'expertise de la francophonie que j'ai évoquée tout à l'heure, notamment quand il est question d'intervenir. Vous savez, parfois, quand il est question d'intervenir dans l'espace francophone, francophone en général, les Nations Unies misent sur l'expertise de la francophonie. Parce que c'est une partie du monde dont elle a une connaissance non seulement profonde, mais historique. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui font que la cohérence doit être le maître mot. Oui. Merci beaucoup. Et la cohérence en matière de politique éducative? Ça me rappelle plein de choses. Les histoires de la fessée qu'on prenait à l'école parce qu'on ne parlait pas français. C'est la même histoire pour les Haïtiens. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, si tu parlais pas français correctement, on te donne un petit symbole et avec ce petit symbole-là, tu pourras pas participer aux récréations. Donc, c'est déjà ce petit fardeau, cette difficulté, cet obstacle. Mais pour le côté élan, vous avez mentionné, je pense que la francophonie, grand F, fait des choses, entre guillemets, en Haïti, essaye d'apporter quelques petites solutions, mais Haïti reste en fait un pays majoritairement créolophone. Donc on peut comprendre que Haïti, ça fait 10 à 25% de francophones. Mais avec ces 10 à 25% de francophones, ça reste la seule langue de l'école, c'est le français. C'est triste, c'est triste de voir ça, que les Haïtiens, ils pourraient être comme tous les autres étudiants de génie en maths, en physique, en chimie, mais l'obstacle linguistique, c'est un vrai obstacle pour eux parce que ils doivent non seulement apprendre la langue, mais apprendre la matière.
Okay. Donc parfois on voit le grand problème qu'il y a à avoir cet équilibre. Est-ce que je comprends bien ce qui est dit par exemple, pour résoudre un problème de physique, de chimie? Est-ce que vous comprenez le problème? Parce que tout d'abord, vous ne parlez pas vraiment bien la langue, mais vous devez résoudre un problème dans une langue étrangère ou dans une langue seconde. C'est tout ça, cette problématique de l'utilisation du français à l'école qui pose problème, et je pense que une Haïti future doit apporter plus de solutions, doit apporter va essayer de faire autrement pour avoir un pays, parce que moi je vois pas vraiment le développement du pays dans une langue qui n'est autre que le créole. Alors, une union libre de peuples et d'États, fondée sur le partage, une force rassembleuse, un outil de solidarité et de compréhension mutuelle, un outil scientifique aussi, un acteur de la gouvernance mondiale, une architecture de réponse aux défis communs, notamment du point de vue éducatif, mais pas que, un espace politique, linguistique, culturel, économique d'une grande diversité, des valeurs humanistes à se réapproprier, un projet pour construire une unité dans la diversité. Donc, tels sont quelques-uns des défis que nous avons pu brosser ce matin. Je remercie infiniment nos intervenantes et nos intervenants. Et je pense que vous avez le droit à une pause maintenant, que nous allons un peu condenser. Nous vous donnons rendez-vous ici à 11h. Merci. Merci.